Donc l'idée, c'était de vous donner juste au tout départ le pourquoi du comment. Mais enfin, bon, je pense que c'est des chiffres que vous avez probablement en tête. Bon, sur les dépistages, des dépistages organisés des cancers sur le sein, bon, on est mieux que la France entière, puisqu'on est à 48,5. Mais par contre, effectivement, je veux dire, on voit qu'il y a quand même d'autres régions qui sont largement au-dessus de nous, puisqu'on a par exemple Bourgogne, Franche-Comté ou Bretagne qui sont à 54% de taux de participation. Donc, je pense qu'on a probablement des choses à améliorer de ce côté-là. Et sur le DOCCR, bon, le petit graphique, il parle tout seul, puisqu'effectivement, je veux dire, les Hauts-de-France se situent quand même tout en bas de toute la région. Je pense qu'on est presque juste au-dessus des dom-tom avec 30,5% de participation. On sait que France entière, bon, ce dépistage-là, il a du mal à obtenir l'adhésion des patients ou des patientes. Mais par contre, il y a quand même véritablement un gros enjeu. On ne s'explique pas pourquoi dans les Hauts-de-France on est si à la traîne, parce que bon, on vous présentera après rapidement. On a mis en place une animation territoriale tripartite avec l'ARS, le CRCDC, l'assurance maladie. Il y a du financement dessus. On essaie vraiment de dynamiser tous les porteurs, tous les partenaires sur cette thématique-là, mais on n'arrive quand même pas pour autant à faire bouger les lignes, alors qu'effectivement, je veux dire, en plus, en taux d'incidence du cancer, dans les Hauts-de-France, on est plus pénalisé que dans d'autres régions, donc double peine, quoi. Taux de dépistage pas très important, et effectivement, je veux dire, une prévalence qui est plus importante. Donc voilà, je veux dire, il y a vraiment cette notion d'urgence à essayer de mobiliser les partenaires. Donc voilà, au niveau des chiffres, bon, c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous présenter. Donc après, c'était Amandine, non, peut-être? Non, je crois que c'est Sandra ou Ah, bah, je ne sais plus, j'ai eu un doute. Donc, voilà. Donc, pour revenir répondre à ces problématiques de taux de participation, donc une réponse a été apportée au niveau de la région. Donc, c'est l'animation territoriale sur les dépistages organisés. Donc, l'objectif général, c'est l'amélioration des taux de participation hein, pour réduire les incidences sur le dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du cancer colorectal, qui sont les trois programmes de dépistage organisés. L'idée, c'était de créer et de renforcer aussi le réseau des partenaires avec les acteurs en fait identifiés sur nos territoires plutôt ciblés, de coordonner différentes actions, que ce soit aussi des actions inscrites dans la durée. Ça, c'est important parce qu'on a beaucoup d'actions qui sont aussi, enfin, qui restent d'événementiel autour d'Octobre Rose, Mars Bleu. Alors, on sait qu'on peut s'appuyer sur ce type d'événement, mais ça ne suffit pas à faire bouger les indicateurs des programmes. On est sur voilà, des actions qui vont enfin, qui vont être co-construites, qui vont être évaluables et puis qui sont aussi priorisées sur les populations vulnérables, sur des taux de participation. On va essayer d'aller plutôt sur des territoires où les taux de participation sont les plus faibles. L'idée, c'est aussi de capitaliser un petit peu sur des actions qui sont mises en place pour les faire durer. Voilà, donc pour organiser toute cette stratégie, donc on a mis en place une gouvernance donc tripartite hein, avec voilà, c'est une stratégie qui est menée par le CRCDC, l'ARS, l'assurance maladie. Et il y a tout un tas d'outils en fait qui sont mis à disposition des différents partenaires pour pouvoir porter cette animation territoriale sur les territoires. Alors, je vais y arriver à ma pop. Alors en fait, pour vous expliquer un peu la stratégie qu'on a mis en place, on a une feuille de route commune, hein, c'est ce que Marie-Agnès Drake vous disait, on est un trinôme qui porte cette stratégie, ARS, Assurance Maladie, CRCDC. On a mis en place
ce qu'on appelle, nous, notre plan d'action régional, mais qui se décline au niveau des territoires, puisqu'en fait, on s'appuie sur nos équipes qui sont sur l'ensemble des territoires pour mener cette stratégie. On a basé cette feuille de route sur un état des lieux. Alors, on a, par rapport aux chiffres qui vous ont été présentés, ça nous permet d'actualiser, de maintenir les diagnostics qui sont territoriaux. On a également recensé des actions qui existent. Il y a beaucoup d'actions qui existent aussi bien au niveau régional qu'au niveau local. Et ça nous permet pour le coup de s'appuyer là-dessus. Et on voit bien aujourd'hui, parce que c'est notre 3e année qu'on est sur la stratégie d'animation territoriale, qu'on a des projets qui se dupliquent sur l'ensemble des territoires, sur lesquels on peut aujourd'hui se dire elles apportent une pertinence, une efficacité. Et donc notre objectif, c'est d'aller au-delà de ça. Malgré tout, on est aussi sur une feuille de route où on veut sensibiliser, accompagner les professionnels de santé. C'est aussi pour ça qu'on vous réunit aujourd'hui. On a envie de travailler avec vous et on sait qu'on a aussi un accompagnement à mener. On développe la communication. On a des campagnes de communication ciblées. Le CRCDC est en train d'en développer une actuellement sur le dépistage organisé du cancer colorectal. On essaye on fait une newsletter à minima une fois par an, et puis on fait aussi des défis connectés qu'on va vous présenter juste après pour essayer de mettre dans la mouvance un peu autour de ça. Bien évidemment, dans notre feuille de route, on a priorisé les publics. Les publics, c'est bien évidemment ceux qui sont en lien avec les dépistages organisés, mais on a une attention particulière sur certains publics, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité. Aussi une attention particulière sur les structures, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers les structures soit qui accueillent du public qui ont parfois des difficultés d'accès aux soins ou justement des structures comme les vôtres, parce qu'on sait que vous arrivez à toucher une patientèle. Vous pouvez aussi faire du hors les murs, donc ça nous intéresse de travailler avec vous. On priorise les territoires à la fois par rapport au taux de participation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde que les territoires où les taux de participation ne sont pas bons. Au contraire, on va aussi regarder les territoires où les taux de participation sont meilleurs et se poser la question de pourquoi eux, ils sont bons et est-ce qu'il y a des actions qui existent sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et puis, bien évidemment, les thématiques, c'est dans le sens où on a le DOCCR, le DOCC, des cancers du sein et cancer du col de l'utérus, donc on est attentif par rapport à ça. C'est vrai que cette année, pour l'année 2025, on aimerait davantage développer de projets autour du colorectal, mais ça ne veut pas dire que ce sera exclusif, bien évidemment, des autres dépistages organisés des cancers. Et puis, dans notre feuille de route, on essaye de mobiliser des partenaires et de les développer. On est actuellement en train de travailler avec la MSA pour travailler avec eux sur la dimension ruralité, bien évidemment avec vous. On a également la Fédération des centres sociaux, la Mutualité française. Voilà, on essaye au fur et à mesure d'étoffer notre partenariat parce qu'on sait que si on le développe, on arrivera à toucher davantage notre cœur de cible. Et puis l'idée aussi, c'est de vous mettre à disposition des projets clés en main. C'est pour ça qu'on vous réunit aujourd'hui. On a réfléchi, on a travaillé sur un projet clé en main à destination des MSP. Alors, pour tout vous dire, on est en lien avec la FEMAS, donc bien évidemment, on s'appuie sur ce que la FEMAS fait avec le projet ADOC. On a déjà financé certaines MSP. On y en a le projet de la MSP d'Aumont qui va être présenté après, qui est également financé. Donc, on s'est un petit peu appuyé sur tout un ensemble pour essayer de proposer un peu un projet clé en main qui peuvent vous faciliter aussi la vie et en gros qui sont un peu un guideline pour mener vos actions. Et donc je m'arrête là parce qu'on voulait vous passer une vidéo, mais du coup je ne sais pas Sandra si on arrivera à passer notre vidéo sur notre... Non, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Ouais, le lien vous sera envoyé avec la présentation. C'est juste le son, en fait, vous n'allez pas entendre. Donc, j'arrive pas à partager. J'ai fait des tests vendredi en amont, mais ça ne marche pas aujourd'hui. Désolée. Du coup, je vais la passer. À moins qu'on essaye d'entendre un petit peu quand même. En Haute-France, les taux de participation aux 3 programmes de dépistage des cancers sont inférieurs aux objectifs fixés et les inégalités sociales et territoriales persistent sur vos territoires. En réponse, l'ARS, l'assurance maladie et le CRCDC ont souhaité porter conjointement une stratégie d'animation territoriale qui repose sur une coordination entre les 3 parties prenantes. Cette coordination s'appuie sur une feuille de route
prend en compte les spécificités des territoires et des publics ciblés, une animation territoriale et un accompagnement de proximité grâce à la mobilisation de nos équipes, et un appel à projets de vie. En 2024, nous avons cofinancé 51 projets pour un total de 560 000 euros. Cette stratégie d'animation territoriale permet de développer et renforcer le réseau des partenaires et acteurs identifiés sur les territoires, notamment les professionnels de santé, les collectivités locales, les structures sociales, les établissements d'accueil de personnes en situation de handicap, les entreprises et services de santé au travail, les associations d'usagers et bien d'autres encore dont le réseau reste à développer. Les actions menées sont déployées en fonction des tranches d'âge au programme des dépistages organisés, avec une priorisation des publics éloignés du système de soins ainsi que des personnes en situation de handicap. La stratégie s'articule autour d'instances locales et régionales. Dans le local, il y a 9 groupes d'animation territoriale, ou GAT, qui informent les acteurs des territoires sur notre démarche et les accompagnent dans leurs projets. Il y a aussi 9 comités techniques, ou COTEC territoriaux, qui analysent les projets adressés aux GAT et sélectionnent ceux qui répondent aux critères de financement. Les projets sélectionnés sont soumis à notre copie régionale de ce pays, qui priorise leur financement. Et enfin, il y a une copie régionale stratégique qui fait le bilan, fixe les priorités et arbitre sur les sujets stratégiques. Les outils sont également mis à disposition de nos équipes et partenaires locaux sur le SharePoint régional. Et enfin, nous diffusons chaque année une newsletter sur notre actualité, nos réalisations et celles des partenaires que nous finançons. Les GAT, groupe d'animation territoriale, consistent à réunir tout type d'acteurs qui souhaitent s'investir sur la thématique des dépistages des cancers ou simplement s'informer. Ils se déroulent en présentiel ou en distanciel. Ils sont animés par l'ARS, la CEPAM et le CRCDC. L'intérêt de ces GAT est de pouvoir se rencontrer, s'informer, d'échanger et de construire ensemble un projet pour impulser une dynamique sur le territoire afin de promouvoir les dépistages organisés des cancers. L'accompagnement peut être individuel ou collectif en fonction de besoins des acteurs. Par exemple, nous pouvons leur apporter notre aide à l'écriture ou la relecture d'un projet, sur le volet évaluation, sur le volet formation et de la sensibilisation. Également, nous leur adressons des informations pour leur permettre de répondre à l'appel à projet. Nous mettons en relation les structures les unes avec les autres pour construire un projet et impulser une dynamique. Nous nous rencontrons et échangeons de façon régulière. Nous partageons nos idées, nos connaissances, nos contacts. Nous construisons et animons ensemble les rencontres avec les partenaires des territoires. Nous travaillons dans un esprit de partage. Nous formons une vraie équipe. Ensemble pour le dépistage des cancers. Je ne sais pas si le son était très bon. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, ça allait. Bon, Ouais, ça ça va. allait. Alors, ça c'est moi. Là, on voulait juste vous illustrer l'accompagnement qu'on propose à plusieurs niveaux. C'est une plaquette qu'on a créée cette année exprès pour valoriser l'ensemble de l'accompagnement et pour montrer qu'en fait, la stratégie, elle ne se résume pas que juste au financement via l'appel à projet. Il y a plein de choses qui sont proposées. Il y a à la fois l'accompagnement adapté, c'est-à-dire que nos équipes sur les territoires, elles font vraiment du cousu humain et du sur-mesure. C'est à la fois de l'accompagnement collectif, mais aussi individuel. À la carte, c'est-à-dire qu'on est là aussi avant, pendant et après pour vous aider parce qu'on sait qu'il y a ça peut être très administratif aussi de déposer un projet, ça peut être très long et très lourd. Donc l'idée c'est de vous aider au mieux, voire de prendre la main parfois pour vous aider à déposer s'il le faut parce qu'on sait qu'on a parfois des plateformes. C'est être là dans le suivi du projet, dans la mise en relation avec les partenaires, bien évidemment, parce qu'on sait que parfois, c'est ce qui manque, le contact, etc. Du clé en main, c'est ce qu'on vous disait, c'est la modélisation de projet, l'idée de pouvoir mettre à disposition des offres d'ateliers collectifs en termes de sensibilisation, d'information. On est en train de faire évoluer justement ce côté clé en main, c'est dans le sens où on sait qu'il faut
en abordant les facteurs de protection, les facteurs de risque, ça peut aider aussi à faciliter à parler des dépistages des cancers. Donc, on est en train de faire évoluer ce module-là. Et puis, on a également des propositions qui sont portées par le CRCDC, là, l'action, par exemple, Question de femmes qui est sur le col de l'utérus. Une offre de formation sur les personnes relais également proposée par le CRCDC. Et puis, on a bien sûr une boîte à outils. Comme je vous disais, on a un catalogue d'actions, ce qui permet de recenser l'ensemble des actions qui sont financées et d'identifier celles qui fonctionnent le mieux. On a un SharePoint aussi, on vous a mis à la fin justement comment vous connecter à ce SharePoint. Une fiche projet type qui permet voilà, de pré-remplir et nous, on est là pour aider à pré-remplir aussi. Et puis, les indicateurs qu'on souhaite mesurer pour évaluer les projets. Et c'est pareil, on a essayé de réduire au maximum le nombre d'indicateurs pour mieux vous aider, mieux guider et qu'on ne soit pas sur une liste à l'après-vert, mais juste ceux qui sont les plus importants pour nous. Et puis, bien évidemment, le financement via cet appel à projet. Alors, un petit focus, on ne va pas vous détailler aujourd'hui ce qu'est la formation personne relais, vous l'aurez dans la présentation et voilà, les 2 projets qui sont portés par le CRCDC feront partie de la partie voilà, que vous aurez a posteriori. Donc effectivement, comme on vous l'a rappelé, et c'était également dans la petite vidéo, effectivement, je veux dire, on a une capacité à financer des projets avec des fonds, donc des fonds État, le FIR côté ARS, et des fonds assurance maladie sur le FNPES. Et bon, pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, on a effectivement financé 51 projets pour un montant de 560 000 euros. Alors ça va de petits projets à des projets beaucoup plus conséquents en termes de financement. C'est par exemple le projet qui est porté par la MSP de Haumont. Donc on n'a pas de limite de financement pour déposer un appel à projet. Donc, en termes de porteurs, effectivement, vous l'avez vu aussi dans la petite vidéo, c'est pour ça qu'on peut passer très, très vite. Ça peut vraiment être multi-partenaires. On travaille avec des centres hospitaliers, avec quelques MSP. Bon, c'est vrai qu'on a ce webinaire aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait effectivement vous embarquer un peu plus dans les projets. On travaille avec des mairies, avec des centres sociaux, avec des associations, beaucoup d'associations. Enfin, voilà, je veux dire, on a pas mal de partenaires. Et là, la petite slide, c'est pour, enfin, le petit graphique, c'est pour vous montrer un peu la répartition des financements. Donc voilà, bon, on ne s'étend pas plus là-dessus. Alors ensuite, on a aussi de la communication vers les professionnels de santé, donc qui est envoyée par le CRCDC. Donc on a une lettre d'information qui sont vraiment spécifiques et ciblées en fonction des spécialités. Donc là, elles sont en cours d'acheminement avec les services postaux, donc vous devriez les recevoir. Et si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à en faire la demande. C'est un point d'actualité en fait sur les 3 programmes de dépistage avec les taux de participation, les bilans, etc. Que vous allez certainement découvrir normalement cette semaine. On a aussi une action régionale donc, qui est prévue en début d'année. Donc, c'est un défi connecté national qui permet en fait d'avoir une action un petit peu ludique, rassembleur, qui va permettre de pouvoir parler des dépistages organisés du cancer du colorectal, pardon. C'est un défi connecté où les personnes vont être rassemblées par rapport à cette équipe. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion aussi au sein de votre MSP pour pouvoir concevoir des équipes. L'idée, c'est de pratiquer de l'activité physique, mais aussi de pouvoir en fait répondre à des questionnaires sur le dépistage organisé du cancer colorectal et puis d'en faire un petit peu la promotion. Donc, c'est effectivement, je veux dire, quelque chose d'intéressant parce que ça avait déjà été fait l'année dernière. Ça avait rencontré quand même un bon succès. Et c'est aussi une façon d'aborder avec le public le dépistage du cancer colorectal qui est effectivement un peu plus compliqué à faire passer. Voilà, ça crée quand même un événementiel. Et après, bon, voilà, ce sera au mois de mars, enfin, peut-être même encore un peu avant, je ne sais pas.
c'est ça? Du, Un peu. du 12 mars au 2 avril, donc les dates ont été un petit peu changées là. Voilà, donc ça peut permettre de servir, de starter pour fédérer effectivement, je veux dire, des gens qui s'inscriraient dans ce défi, puis et après pour pouvoir poursuivre et passer les bons messages et accompagner au maximum les gens vers les dépistages, vers la réalisation du dépistage. Ça, Alors, du c'était- coup, Oui. du coup, je pense que au sein des maisons de santé présentes, je pense que voilà, vous êtes au courant de l'accompagnement que propose la FEMAS, donc vraiment autour de 5 grandes thématiques. Donc le sevrage tabagique, l'activité physique adaptée, la vaccination, les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant et les dépistages organisés des cancers. Et notamment pour les dépistages organisés des cancers, bon nombre d'entre vous participent au projet ad hoc. Et donc c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, vous menez quand même des grandes actions lors des temps forts comme Mars Bleu, Octobre Rose. Et donc, pourquoi pas voilà, valoriser ce que vous faites vraiment avec les partenaires extérieurs parce que vous menez des actions hors patientèle. Donc, l'idée, ce serait vraiment de valoriser vos actions déjà menées et d'y réfléchir du coup pour 2025. Voilà. Et donc, j'en profite pour du coup introduire la maison de santé d'Aumont et donc introduire leur projet. On l'a fait, c'est pas compliqué. Du coup, je laisse la parole à Valérie et Dimitri. Du coup, Valérie, je sais pas si elle a encore connecté. Ah ouais. Oui. Donc, notre projet s'intitule On l'a fait, c'est pas compliqué. Ça fait maintenant la 6e année qu'on le déploie. Donc, l'idée, c'était d'aller au sein de structures sur le territoire, comme des centres sociaux, des associations, pour être directement en lien avec le public. Et, souvent, ce sont des personnes qui sont assez éloignées du soin. Et on leur propose une série de 10 ateliers dans lesquels on voit précisément les dépistages organisés. Et à l'issue de cette formation, on leur demande de restituer les éléments qu'ils ont retenus sous forme de création d'éléments de support de communication. Donc, les années précédentes, on était essentiellement partis sur la création d'affiches. Et les personnes sont valorisées dans la création. On leur donne la gratification de messagers de la santé et ils vont pouvoir porter le message des dépistages un peu partout. Donc pour ça, on travaille sur les compétences psychosociales. Donc, savoir s'exprimer, savoir gérer son stress, voilà. Et je ne sais pas si Dimitri, tu veux ajouter quelque chose? Oui, au travers de cette expérience qui dure quand même depuis un petit moment, on a aussi appris que si on voulait, d'un côté, nous, améliorer les éléments chiffrés sur le territoire, dans les patientèles, hors patientèles, il fallait que ça soit concret pour les populations et que ça ne soit pas juste un atelier où on va leur apprendre des choses et donner des choses. Donc, au travers de ça, effectivement, on se repose beaucoup sur d'autres choses que le message à passer et que convaincre de dépister. C'est par exemple l'accès au logement. L'accès aux soins, l'accès au logement, la priorité, elle n'est pas forcément la même que la nôtre. Donc, nous, on essaie aussi de comprendre les projets des uns et des autres et de montrer que les compétences que l'on va acquérir ou consolider ensemble sont des compétences utiles aux soins, à la prévention, mais également à la vie de tous les jours. Donc le fait de travailler sur un outil comme des affiches, c'est aussi leur montrer que déjà, ils savent faire des choses, parce qu'on a aussi l'estime de soi, on a beaucoup de choses qui sont plus ou moins fragiles dans nos populations, qui, je pense, se ressemblent à peu près, parce qu'on est dans des terrains, les uns et les autres, plus ou moins sinistrés. Et le fait déjà d'avoir ça, d'avoir ce lien qu'on obtient avec eux, on se présente en tant que soignant éducateur. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour revoir le dossier de soins des uns et des autres. On est là pour écouter, pour apprendre, pour comprendre aussi comment la relation a pu se dégrader avec le soin,
parce qu'il faut partir de ce constat, hein, la relation soignant-soigné, elle est quand même, dans ce qu'on en a vécu nous, dans l'expérience qu'on a fait, c'est pas compliqué, parfois très sinistrée. Donc c'est déjà comment réassainir cette relation, avoir un bon message. On sait très bien, hein, sur les plateformes de communication, quand vous avez un mauvais avis à poster les uns et les autres, on va tous quand même spontanément poster son mauvais avis. Et quand il y a un bon avis, ça va être un petit peu plus compliqué. Ben nous, le fait que ça soit compliqué, c'est gênant, et on leur montre qu'il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut qu'ils mettent en avant les messages, mais qu'ils mettent en avant aussi le lien avec le soin, c'est quelque chose d'important. Les soignants sont des interlocuteurs de référence, et il faut appuyer, entre guillemets, ces choses-là pour pouvoir renforcer après l'adhésion au dépistage organisé. Donc le dépistage organisé, notre première volonté pour ces participants, c'est pas de dire il faut faire le dépistage. On a parfois des discours très récalcitrants, et sans insister, en avançant et en ne focalisant pas sur nos personnes en atelier, on va dire que 8 fois sur 10, pour les personnes éligibles en tranche d'âge, on arrive sur finalement j'ai franchi le pas et j'y suis allé. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. On a une approche médicale centrée, avec l'atteinte d'objectifs, ce qui est normal, hein. Mais d'un autre côté, le fait de sortir de cette approche pour avoir une approche beaucoup plus globale et beaucoup moins résultat centré, ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus intéressant en finalité. Donc on a beaucoup appris de nos populations, parce qu'ils nous ont beaucoup expliqué pourquoi ils n'adhéraient pas au dépistage, pourquoi c'était plus compliqué, pourquoi leur entourage leur communiquait de manière plus négative. Et nous, on essaie de donner des effets de levier. Alors, d'année en année, on pensait un peu tourner sur les mêmes choses, mais au final, d'année en année, on redécouvre de nouvelles situations, de nouveaux challenges, on va dire, et on essaie de réviser notre positionnement et notre compréhension, et d'avancer. Est-ce que vous auriez un exemple concret de levier par rapport à un frein au niveau de vos usagers? Bon, l'hérédité, généralement, je pense. L'hérédité, parce que généralement, les personnes, elles se disent non, j'ai pas envie, c'est pas la peine, etc. Donc nous, on ne dit pas il faut le faire parce que justement vous avez des enfants, etc. Mais on fait le tour de table, qu'il y a des enfants, autres, on parle. Et à un moment donné, on sensibilise par rapport aux facteurs d'hérédité de certaines pathologies, dont les dépistages, enfin les pathologies concernées par le dépistage organisé. Et justement, les personnes nous posent des questions. On leur répond par rapport à l'hérédité et par rapport au reste. Et on leur dit, à un moment donné, effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut vous donner une information pour vous, mais aussi peut-être pour vos enfants ou pour d'autres personnes. Donc le fait d'avoir cette information pour d'autres, ça peut quand même, à un moment donné, faire un effet de levier. Et il y a beaucoup de dames, on a plus de dames que d'hommes en atelier, et il y a beaucoup de dames qui reviennent en disant, au moins, j'aurai cette information-là à transmettre. Après, on va dire que les leviers ne sont pas forcément calcables. C'est vraiment du cas par cas. On a appris beaucoup à réviser justement notre réflexe correcteur de soignant, ce qui est très, très compliqué. Et ce qui est très, c'est beaucoup sur les appels à projets, c'est beaucoup sur les appels à projets. Ce qui est très mauvais pour les personnes. Donc le fait de laisser venir, de revoir aussi, on a plusieurs dates, Valérie l'a indiqué avec le nombre d'ateliers, on a un nombre d'ateliers conséquent qui est très utile, puisqu'on peut se permettre de se dire la prochaine fois on va les revoir. Eux peuvent se permettre de leur côté de se dire on a du mou, ils nous laissent réfléchir, on revient vers eux. Des fois il y a des ateliers qui se passent un peu moins bien, il n'y a pas d'idées, ils ne sont pas dedans. On respire un peu, on refait le point, on en parle, et la fois d'après, c'est l'explosion d'idées, on reprend les choses avec eux. Donc, c'est vraiment plaisant. On a même des expériences où on a des groupes RSA, par exemple, avec la ville de Mont, où c'est un peu plus la posture des conseillers qui les envoient parce qu'il faut travailler la thématique santé, etc., etc. Donc, en mode contrainte, un petit peu plus. Donc, ils arrivent, ils font un peu la tête, c'est un petit peu plus compliqué à démarrer. Nous, on a travaillé quand même avec eux. Et au final, on arrive au bout des ateliers et ils nous disent, mais c'est les dernières dates, on va se quitter, on va plus se revoir, c'est pas possible, j'aimais trop bien ce rendez-vous. Il y a une dame qui m'a marqué, moi, en atelier à Aumont, qui nous a dit merci à la fin. Elle nous dit souvent merci, mais qui nous a dit merci à la fin parce qu'elle ne sortait plus de chez elle. Elle était restée dans ce terrain Covid, etc., pu sortir, pu faire les courses.
Et elle dit, ben maintenant, je m'habille, je vais avec ma fille en course, je repars remettre mes lettres à la poste, chose que je ne faisais plus avant. Ça lui a réappris à avoir une date dans la semaine, une obligation, un rendez-vous. Et d'une obligation, ça se transforme en on passe un bon moment avec eux, on apprend des choses, ils essaient de se mettre à notre place et de nous écouter, et ils essaient d'avancer avec nous. Donc toute cette relation partenariale, cette ouverture, on doit aussi beaucoup se remettre en questionnement à chaque atelier. Accepter aussi que ça ne fonctionne pas, parce que des fois on arrive et on se dit aujourd'hui on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va parler de tel dépistage, etc. Bah, c'était pas le moment pour eux. Donc à un moment donné, est-ce que c'est utile de passer une info pour passer une info? On s'est dit que non. Et pour le coup, la fois d'après, on arrive à passer tout ce qu'on n'avait pas su passer la fois d'avant. Donc c'est toute cette méthodologie qu'on essaie, alors qui est peut-être pas non plus universelle, hein, mais nous, on constate des résultats assez positifs dessus. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre témoignage. De rien. Merci. Merci. Oui, merci pour votre témoignage. Puis c'est toujours bien aussi d'avoir du coup de mettre un visage aussi sur un nom, parce que la MSP d'Aumont, nous, on la suit depuis longtemps, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger. Vous avez plutôt affaire à ma collaboratrice Sadia Ouabi. Donc merci. Oui. C'est vrai que c'est un gros projet, un beau projet. On y a mis beaucoup de cœur. Voilà. Et c'est vrai que nous, on aimerait que ça fasse des petits. Ah ben, on essaie de sensibiliser. J'ai la MSP de Kievrechin et d'Ecopont en coordination. Et avec Ecopont, on a entamé en deuxième période plus d'année un travail sur les dépistages organisés. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les événements Mars Bleu, Octobre Rose, etc. Alors, ils étaient dans cette démarche de départ de se dire on va suivre, etc. Et moi, je leur ai plutôt indiqué, ils me laissent une possibilité en tant que coordo d'avoir cette casquette d'expression de soignant, même si je ne suis pas de leur MSP d'origine. Et j'aurais dit, on peut faire autrement et être plus transversal dans l'année et être sur quelque chose de moins banalisé sur les grands événements qui sont, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure et tous, un bon départ, hein, mais qui en soi sont trop du ponctuel et du cloisonné. Les gens ne comprennent pas qu'on passe de l'un à l'autre dans l'année et ne comprennent pas pourquoi tel mois on s'occupe plus de ça alors que eux, ils n'étaient pas prêts. Un peu comme pour le mois sans tabac où c'est compliqué aussi d'avoir cette temporalité qui des fois enclave un petit peu plus sur le mois sans tabac et pas en dehors. Mais du coup, on est en train d'essayer de calquer un peu les choses. Alors, ils font pas, on l'a fait, c'est pas compliqué hein, en tant que tel. Par contre, il y a tout l'état d'esprit qu'on essaie de leur transmettre avec mes collègues de la MSP d'Aumont. Les affiches, elles sont placardées dans les cabinets aussi à Fresnes-sur-Escaut et à Copon, du coup, et à Kievrechin. Du coup, les patients posent des questions, les soignants y répondent. Ça initie des fois un rappel de prévention en consultation médecine générale. C'est le petit pas de côté qui fait que la mayonnaise, elle peut prendre, mais c'est vrai que la méthode d'universalité de conduire un peu les opérations de la même manière, c'est assez complexe. Mais de donner cette philosophie, ces messages clés aux soignants, de leur gonfler aussi un peu, quand on sort des journées régionales ou des choses comme ça, d'événements organisés en fédérés, on est tous gonflés à bloc en tant que soignants, on repart en se disant « ouais, allez, on y va ». C'est vrai qu'après, on retourne dans le quotidien, les consultations, le reste, et c'est plus fragile. Donc, le fait d'avoir des éléments qui viennent, comme là, chroniquement, on essaie de reprendre dans les réunions de coordination, dans différents travaux sur des protocoles ou autres, essayer de remettre ça au goût du jour et ça peut fonctionner. Après, je vous rejoins parce qu'effectivement, je veux dire, enfin, on sait pertinemment que, de toute façon, toute cette promotion des dépistages ou de la prévention, ça passe vraiment par les professionnels de santé. Donc, c'est sûr qu'effectivement, bon, souvent, vous avez le nez dans le guidon. Mais enfin voilà, je veux dire, l'idée, c'est effectivement, je veux dire, d'avoir ce côté un peu fédéré, et c'est un peu ce qu'on veut essayer de faire à travers le projet clé en main qu'on voudrait proposer au MSP. C'est effectivement, je veux dire, d'abord d'avoir
de fédérer les professionnels de santé au sein de la MSP pour qu'ils puissent avoir une sensibilité, une réflexion commune, que ce soit les médecins, les infirmiers ou tous les personnels de santé qui sont au sein de la MSP, pour se dire, bah, tiens, quand je vois une patiente ou un patient qui est dans la tranche d'âge, bah, peut-être que je pourrais lui en parler, parce que moi, j'ai peut-être un peu plus de temps que le médecin au moment où il fait sa consultation. Voilà, que tous les professionnels de santé convergent vers, effectivement, je veux dire, cette envie d'embarquer les patients et de sortir, effectivement, hors les murs vers les gens qui sont effectivement éloignés des systèmes, du système de santé. Donc, en fait, voilà, je veux dire, le projet, je vous rejoins, effectivement, je veux dire, on ne peut pas calquer un projet, c'est pas parce que ça a marché à un endroit, parce que, bah, voilà, je veux dire, il y a du réseau qui existe et qui n'existera pas forcément ailleurs. Donc, c'est un projet qui est clé en main, mais qui, effectivement, je veux dire, est tout à fait modulable et qui vous sera proposé en accompagnement avec les trinômes ARS, Assurance Maladie et CRCDC, pour vous accompagner, pour ne pas vous laisser tout seul en vous disant, bon, première étape, vous faites ça, deuxième étape, vous faites ça, et puis bah, on se revoit à la fin pour faire l'évaluation. Vous serez accompagné autant que de besoin pour déployer ces projets-là. Donc l'idée, telle qu'on le séquence, c'est effectivement, je veux dire, d'abord effectivement d'avoir cette sensibilisation générale des professionnels de santé au sein de la MSP, soit ça peut être une soirée, ça pourrait être un webinaire ou une autre formule, le consolider ensemble. Donc bah, ça va effectivement, je veux dire, on les fédère, on consolide ensemble pour voir si c'est compatible avec le profil de la MSP. Après, il faut le présenter, l'action 2, le présenter aux partenaires. Donc, les partenaires, ça pourra être éventuellement la mairie, ça pourrait être des centres sociaux, ça pourrait être une assoce qui est à proximité de votre MSP. Après, donc, dans cet même état d'esprit, c'est également d'en parler aussi aux professionnels de santé qui sont en proximité de votre MSP. Ça pourrait être le cabinet de radiologie, ça pourrait être les pharmacies en proximité, enfin des professionnels de santé qui, effectivement, je veux dire, ont un lien avec les dépistages organisés. Après, effectivement, je veux dire, bon, aller vers les publics via une communication autour des événements du projet, parce qu'effectivement, je veux dire, notre appel à projet, il faut qu'il se déploie dans la MSP, bien sûr, mais il doit effectivement aller aussi hors les murs. Hein. Ça ne peut pas rester uniquement dans le cadre de la simple MSP. Il faut effectivement, je veux dire, aller chercher du public, donc de l'importance de présenter le projet à tous les partenaires qui vous paraissent pertinents. Et puis après, donc, organiser effectivement ces ateliers de sensibilisation. Et après, donc, une fois qu'on a fait ces ateliers, on voit la liste des gens qui seraient en capacité de franchir le pas, de faire leur dépistage et les accompagner pour qu'ils puissent prendre leur rendez-vous dans la mesure où les gens en ont besoin. Il y a des gens qui sont tout à fait autonomes et qui pourront le faire très bien tout seuls, mais il y a des gens pour lesquels il faut effectivement, je veux dire, les accompagner un peu plus pour prendre leur rendez-vous pour la mammographie. Donc de l'intérêt, effectivement, je veux dire, de communiquer avec les cabinets de radiologie aux alentours. Mais de toute façon, vous avez déjà forcément votre réseau, vos contacts. Pareil pour les frottis. Donc effectivement, je veux dire, peut-être en discuter aussi avec les gynécos dans votre secteur, éventuellement pour les kits DOCSR, aider à la commande en ligne et potentiellement récupérer les coordonnées des gens qui sont encore un peu hésitants, parce que bon, c'est pas parce qu'on leur fait un atelier qu'on les sensibilise que spontanément les gens vont dire ah bah oui, c'est vrai, je vais y aller. De temps en temps, il faut que ça mature, et c'est ce que vous disiez, c'est pas forcément le premier atelier, c'est pas forcément le deuxième, mais bon, voilà, je veux dire, ça mature un peu, et à un moment donné, les gens sont prêts, donc avoir la possibilité de pouvoir peut-être les relancer ultérieurement.
Et donc, voilà, donc après, soit les accompagner à la réalisation, parce que le but de nos appels à projets, c'est de les sensibiliser, de les informer, mais d'aller jusqu'à la réalisation du dépistage dans la mesure du possible. Donc, soit on leur vous leur remettez une fiche mémo avec l'annuaire des ressources, là où ils peuvent aller chercher leur kit DOCCR, s'ils ne sont pas au niveau de la MSP, s'ils ne veulent pas le faire via la MSP, les cabinets de radiologie, les cabinets de gynécologie, et après s'assurer de la réalisation du dépistage. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, je veux dire, à la fin du projet, c'est de faire une évaluation et un retour d'expérience aux partenaires, voilà, pour leur dire, regardez, ça a bien marché, ça a pas marché. Enfin, voilà, je veux dire, il faut, à partir du moment où on embarque des gens dans un projet, dans une dynamique de projet, enfin, c'est bien de les associer, effectivement, je veux dire, à la partie évaluation. Donc, les plus du projet, c'est effectivement, je veux dire, d'avoir un portage par des professionnels de santé qui sont coordonnés. C'est parce que les plus du projet, c'est une connaissance du territoire et des partenaires. C'est la coordination des acteurs qui sont impliqués dans les DO des cancers. Et c'est le fait de pouvoir rayonner en dehors de la MSP, et ce qui va vous permettre d'étoffer votre réseau de professionnels de santé, votre réseau de partenaires autour d'un projet de santé publique. C'est quand même particulièrement valorisant, je pense. Le plus, c'est également effectivement la possibilité d'être accompagné par le Trinôme. Et le plus, c'est effectivement, je veux dire, d'avoir des ateliers qui peuvent être animés par le CRCDC, plus ou moins en lien avec les partenaires si c'est nécessaire. La CEPAM peut également accompagner certains patients qui, effectivement, je veux dire, ont des difficultés par rapport à leurs droits ou par rapport à du déplacement. Le plus, c'est effectivement, je veux dire, le financement des projets avec voilà, la possibilité de financer des vacations de professionnels de santé dans la mesure où ils se consacrent à ce projet-là, possibilité de financer de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, je veux dire, la complémentarité avec les projets que vous avez déjà, vous, les projets ad hoc FEMAS et les outils qui existent déjà. Et bon, voilà, je veux dire, derrière, il y a aussi le plus, c'est qu'effectivement, c'est un véritable enjeu de santé publique. Donc voilà, et le petit bonhomme couteau suisse, c'est pour vous rappeler, effectivement, je veux dire que le Trinôme, il peut vraiment être là pour vous aider à tous les moments du projet. Donc après, je ne sais plus qui présentait le calendrier. Je ne sais plus qui devait présenter ça. Oui, je vais le faire si tu veux, parce que c'était Yann, mais Yann n'est pas là. Vas-y. Donc on a établi un calendrier pour notre appel à projet pour 2025, puisqu'on est obligé quand même de se fixer une fenêtre de dépôt, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui est coporté. Donc on peut d'ores et déjà considérer que l'appel à projet il est lancé, et qu'on va dire que le fait de vous présenter aussi cette démarche, c'est de lancer un peu officiellement auprès de vous l'appel à projet. On a une date limite de dépôt donc au 14 mars. Avec une phase bien évidemment d'instruction des projets par les trinômes qui sont sur les territoires. Donc ça veut dire qu'en fonction de là où est rattachée votre MSP, elle est rattachée à un trinôme qui va vous accompagner et donner un avis sur votre projet. Alors bien évidemment, plus vous êtes accompagné par le trinôme, plus vous êtes en lien d'emblée avec le trinôme, plus ça sera facilitant pour l'accompagnement. Ils pourront vous dire si là ça rentre bien dans le cadre du financement, et plus vous avez un accompagnement, plus il y a de chances forcément d'être financé. Hein. Clairement, nous au niveau du COPIL régional de sélection, il a lieu le 15 avril. Hormis un projet qui va nous poser question, en toute logique, on suit les instructions qui sont données par nos équipes. Donc, plus vous êtes accompagné en lien avec le trinôme, plus vous avez de très, très, très fortes chances que le projet soit financé. Donc, on estime donc tout de suite après le 15 avril de faire un retour donc aux porteurs de projet pour dire la décision définitive. Donc, on va dire voilà, après la mi-avril pour essayer de financer au plus vite et de finaliser le projet de demande de financement. Donc, ça sera un financement soit côté assurance maladie ou un financement côté ARS.
Bien évidemment, on sera là pour vous aider, hein, notamment côté ARS pour le coup, puisque nous, on a une plateforme de dépôt. On sera là, bien évidemment, pour vous aider sur cette saisine-là, pour vous faciliter la vie au mieux, parce que je sais combien c'est contraignant l'aspect administratif qu'il peut y avoir. Bien évidemment, pour les projets, je pense à la MSP d'Aumont qui était déjà financée, on est sur un principe aussi de pluriannualité. Donc, comme on est sur un coportage en commun, on est parti à 2 ans, donc on est dans une logique de continuité de financement du projet. Par contre, pour un nouveau projet qui va arriver, on part sur un commencement du projet à partir du 1er mai. Comme ça, voilà, pour éviter que vous engagiez des frais qui ne seraient pas pris en charge si, admettons, dans l'hypothèse où l'avis serait défavorable. Alors, comme je vous le dis, c'est très rare que l'avis soit défavorable, mais vous ne vous mettez pas une balle dans le pied en commençant un projet dès avant le mois de mai. Alors, je sais qu'il y a Mars Bleu qui arrive, mais bon, vaut mieux commencer au mois de mai et l'inscrire dans le temps sur une durée de 2 ans. Voilà, plutôt que de commencer quelque chose en amont. Donc, on essaye d'être dans une continuité pour ceux qu'on finance déjà et de fixer un commencement au 1er mai pour les nouveaux projets. Et donc, le financement, il peut être, il peut s'étaler sur une durée de 2 ans. Donc, ça peut être aussi, vous pouvez très bien, par exemple, déposer un projet d'amorçage. C'est ce qu'on appelle, nous, un projet pour commencer de la période du 1er mai au 31 décembre 2025, par exemple, pour vous laisser le temps de monter en charge sur votre projet et ensuite redéposer un projet sur l'année 2026 dans son entièreté, qui intégrera, par exemple, une action que vous voulez mener spécifiquement dans le cadre de Mars Bleu, par exemple. Donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas vous fermer la porte et qu'on puisse vous accompagner au mieux, y compris sur des projets d'amorçage. Vous n'êtes pas obligé de partir d'emblée sur des gros projets si vous vous laissez le temps aussi de vouloir prendre un peu la température. Et ensuite, la diapo suivante, je ne sais pas, c'était la présentation du SharePoint. Ouais, donc on va terminer notre présentation avec cet outil en fait qui est un outil d'aide à la coordination. L'idée c'est d'avoir un point central en fait avec toutes les informations qui vous seraient utiles pour l'appel à projet et puis aussi pour le partage d'expériences. Voilà, donc il y a des projets territoires qui sont que vous pouvez retrouver. Il y a les outils de communication. Il y a toutes les données en fait en lien avec les programmes de dépistage. Vous avez les documents de cadrage qui vous seraient utiles pour l'appel à projet. Donc c'est vraiment une mine d'informations qui vous est réservée dans le cadre de votre participation. Donc n'hésitez pas à en faire de la demande puisque c'est un espace réservé, donc il faut un login et un mot de passe. Donc pour pouvoir en faire la demande, donc c'est les inscriptions via le CRCDC où il faut fournir voilà, le nom de la structure, votre nom, votre adresse mail, numéro de téléphone et puis on vous envoie directement vos identifiants par mail. Et c'est terminé de notre côté. Faites arrêter pas. Ouais, super. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez rebondir. Hein. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà déposé un projet dans le cadre de notre stratégie, vous ne l'avez peut-être pas forcément renouvelé, ou vous vous posez des questions. Enfin, n'hésitez pas, on est aussi là pour y répondre et puis, ou après coup, si vous préférez, il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas à faire part de vos observations aussi par rapport à ce qu'on vous a présenté. Alors, merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une question, c'est l'articulation avec la CPTS, par exemple. Comment on fait au quotidien? Parce que du fait d'aller à l'extérieur sur différents territoires, on a l'impression qu'on va sur un champ CPTS plus qu'un champ MSP. Je ne sais pas si la question s'est déjà posée, si c'est des articulations qui existent comme ça. Est-ce que c'est plutôt la CPTS ou la MSP qui a ce sens de porter ce projet-là? C'est une interrogation qu'on me fera quand je ferai le retour, donc je préfère anticiper la question. Ça peut être porté par une CPTS, hein, là-dessus, il n'y a aucune problématique. Là, c'est vrai qu'on s'est adressé plutôt côté MSP, mais clairement, le projet tel qui vous est présenté, de modélisation, je pense qu'on peut l'adapter côté CPTS. Donc ça, c'est à vous de voir. Comme toutes les MSP ne sont pas forcément dans une dynamique de CPTS, c'est vrai qu'on a modélisé.
mais on a des CPTS qui émargent à l'appel à projet. Merci. Après, quand on vous renverra le support, et effectivement, je veux dire, on vous enverra également le cahier des charges et la fiche projet pour que vous ayez le temps de regarder ça de façon plus posée. On vous donnera également les coordonnées des trinômes, comme ça, si éventuellement vous voulez les contacter ou qu'elles puissent vous contacter. Voilà, le temps de voir si effectivement, je veux dire, de revenir vers vos MSP, savoir si un projet de cette nature-là pourra éventuellement faire sens pour la MSP. Après, on n'est pas forcément obligé de partir sur quelque chose effectivement, je veux dire, de très compliqué la première année. Hein. Je veux dire, la MSP de Haumont a démarré au départ avec une petite voilure, et bon, au fil du temps, le réseau des partenaires s'est renforcé. Voilà, ils ont évolué, et c'est l'intérêt d'avoir des projets qui sont évalués. Ça permet effectivement, je veux dire, de voir au bout de la première année ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'est rédhibitoire, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut l'améliorer. Et bon, voilà, je veux dire, à terme, le projet finit par être dans sa bonne dimension, et bon, il finit par rouler tout seul. Je veux dire, c'est vrai que la première année, c'est tout le temps un peu compliqué de mettre ça sur pied. Mais voilà, je veux dire, c'est pour ça qu'on a la possibilité d'avoir des projets pluriannuels et de les faire évoluer au fil du temps. Et après, voilà, je veux dire, on a quand même vraiment une population qui en a vraiment besoin. Avec Amandine et le CRCDC, on essaie de travailler aussi à des modules facteurs de protection pour le DOCCR, pour effectivement là aussi essayer, comme pour le défi connecté, d'essayer d'aborder cette thématique-là qui n'est pas toujours facile à aborder, d'une façon un peu différente, en essayant de se dire on va plutôt être dans le positif, essayer de gommer un peu les messages 9 chances sur 10 d'en guérir quand c'est dépisté tôt. Ça veut dire 9 chances sur 10 de guérir, ça veut dire que voilà, veut dire, à la base, il y a quand même peut-être un problème, une maladie. Mais voilà, on essaie vraiment, nous, plutôt d'essayer maintenant de l'aborder avec la partie positive et les facteurs protecteurs, en fait. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est à l'issue de cette présentation, c'est déjà de vous la faire parvenir via Laurine pour que vous ayez la présentation, mais je me disais que vous transmettre aussi les coordonnées de nos trinômes sur le volet territorial pour vous. Voilà, si vous avez envie de prendre attache auprès de nos trinômes, vous aurez les coordonnées et vous pourrez toquer à l'une des portes d'entrée sans souci. Comme ça, si vous souhaitez être accompagné spécifiquement en vue d'un dépôt en mars, vous aurez les personnes ressources si ça vous convient. Et puis nous, on se tient bien évidemment à disposition aussi, hein, si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, comme Marie-Agnès vient de le dire, on est vraiment en train de faire étoffer aussi notre boîte à outils parce qu'on s'inspire beaucoup de ce qui se passe sur les territoires et de ce qui nous est remonté également. Donc, c'est quelque chose qui est évolutif en tout cas. Il n'y a pas d'autres prises de parole pour aujourd'hui? Ah non. Madame Leclerc, vous souhaitez peut-être conclure la fin de cette présentation? Oui. Alors, merci à tous d'avoir participé. Donc, vraiment, si vous êtes intéressés déjà dans un premier temps, la FEMAS va communiquer dessus avec les contacts de l'assurance maladie, le CRCDC et l'ARS. Et par ailleurs, si voilà, vous voulez nous écrire de manière privée pour qu'on fasse le relais, il ne faut pas hésiter non plus si vous souhaitez participer à l'appel à projet. Voilà, on fera relais et on vous accompagnera également. Voilà, à mettre en place cet appel à projet. Je vous envoie tout de suite les coordonnées, Laurine. Merci. Et par ailleurs, voilà, il y aura un replay du webinaire qui sera également publié via la FEMAS Hauts-de-France. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Les uns les autres. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne Merci, à journée, bientôt. merci d'avoir fait votre temps. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.